Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule avec Jean-Dominique Michel. Bienvenue Jean-Dominique. Bonjour Emma, ravi de te retrouver. Eh ben moi aussi, les amis, je pense que vous êtes comme des fous à la maison parce que Jean-Do, tu sais qu'on t'adore. Tu as toute une communauté grandissante autour de toi. Merci pour tes propos toujours tellement clairs. Et en tout cas, je voulais déjà te remercier au nom de beaucoup de personnes parce que ça fait depuis plus d'1 an et demi que tu te bagarres avec, tous ces mensonges. Aujourd'hui, on va parler de rapports pervers. Je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jean-Dominique Michel, qui est là à Genève avec moi, que tu es anthropologue de la santé, que tu as écrit plusieurs livres, dont un dernier que tu as coécrit sur les neurosciences. Donc, tu es vraiment la personne parfaite pour commencer à parler de notre cerveau. On va parler de cerveau aussi aujourd'hui. On va parler de rapports pervers, de comment on manipule les gens dans la perversion. Et pourquoi j'ai pensé à Jean-Dominique? Eh bien, les amis, si vous êtes des grands fidèles de nos capsules, vous avez vu Jean-Dominique dans une conférence très secrète il y a pas très longtemps puisque on avait, fait ce thème-là l'hiver passé et tu as parlé de la façon dont on entretient l'obéissance avec, un discours pervers, comment on inverse les valeurs, comment finalement ça a pris une dimension macro, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, je me suis dit: «Eh bien, est-ce que tu serais d'accord qu'on parle de cette façon de dialoguer, cette façon de manipuler d'abord au sein familial, couple, pourquoi pas, ou parental avec ses enfants. On sait que ça touche beaucoup de personnes. Et puis, on va prendre de la hauteur. On va aller voir comment ça se passe dans les institutions. Comment on fait finalement pour vous faire faire tout et n'importe quoi, vous faire culpabiliser les amis, puisque c'est là le levier dont on va parler aujourd'hui. Comment on inverse les valeurs et comment on en arrive en 2021 à passer finalement pour un égoïste si on applique un principe de précaution. Comment on en est arrivé là? C'est parti, Jean-Dominique. On a du pain sur la planche aujourd'hui. Et comme toi, tu as aussi présidé de nombreuses séances avec des gens, tu as aussi, en tant que thérapeute, une grande expertise des rapports humains. Alors déjà, comment on peut repérer, on va dire, dans un système entre 2 personnes, on va partir déjà de ça, un rapport qui est de l'ordre de la perversion? Comment on Mmh. fait pour savoir? Bah, écoute, mais Emma, merci déjà pour tes compliments qui me font plaisir. Moi, c'est vrai que mon effort depuis le début, ça a été celui de l'intelligibilité. C'est-à-dire Mmh. que parmi mes expertises en santé publique, il y a plus particulièrement les processus de rétablissement et de salutogenèse. Donc, comment est-ce qu'on récupère d'un pépin de santé, en particulier dans la santé mentale, vu que c'est mon domaine d'expertise premier. Et puis, comment est-ce qu'on entretient sa santé, c'est la salutogenèse, notamment quand les circonstances deviennent extrêmement adverses ou pénibles. Et donc, quand j'ai vu cette crise sanitaire arriver et les réponses absurdes qui ont été apportées par les gouvernements, mais toutes absurdes, je veux dire, c'est presque sidérant de voir à quel point on a fait tout faux et on n'a fait que de l'absurdité. Eh bien, il m'a tenu à cœur de pouvoir proposer des éclairages pour aider les gens à comprendre. Et notamment, mon souci premier a été de nommer un certain nombre de réalités pour que les gens puissent se dire mais au fond, j'ai raison de penser ce que je pense ou de sentir ce que je sens, parce que le propre de la manipulation perverse, et là j'en arrive à ta question, c'est de faire douter les gens de l'évidence et de leurs convictions intimes, de sorte à ce qu'ils sont fragilisés en se disant mais je dois pas être normal de penser ça ou Mmh. mes pensées doivent être à côté de la plaque alors qu'ils sont exactement dans le cœur de l'histoire. Alors, je fais encore juste un tout petit détour avant de te répondre, parce qu'il suffit pas de l'affirmer. Tu vois, moi, comme toi et d'autres, on s'est pris des tirs d'artillerie dans la tronche. Moi, on a dit que j'avais aucune expertise. Ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine. Et comme mon avocate l'a dit dans un communiqué, avant mars 2020, personne n'a jamais remis en cause mon expertise. Elle était évidente. Et la radio-télévision suisse qui a enquêté sur ma personne a admis dans la plainte que j'ai produite au Conseil suisse de la presse que mon expérience et ma compétence étaient reconnues par mes pairs. Euh, mais au-delà de ça, il y a le fait que récemment, deux des meilleurs épidémiologistes au monde, Martin Kulldorff de Harvard et Jay Bhattacharya de Stanford, donc les deux des Oui. plus importantes universités au monde, ont écrit un papier dans Newsweek disant comment Fauci a trompé l'Amérique.
Mmh. Et Tu peux rappeler Fauci, en peut-être pour ceux fait, qui connaissent pas, qui savent pas qui est Fauci, peut-être pour ceux qui Fauci, arrivent c'est là. Monsieur Covid aux Voilà, États-Unis, mais monsieur c'est un Covid. vieux de la vieille de la corruption entre les pharma et les instances étatiques. Et donc, c'est lui qui a donné le ton de la politique américaine, qui après, par rebond, a donné le ton de toutes nos politiques nationales. Et donc, ces deux immenses experts, qui sont parmi les meilleurs dans leur domaine, ont démonté toutes les réponses en montrant qu'il n'y en avait aucune de juste. Les confinements n'ont jamais servi à rien. L'imposition du masque ne sert à rien. La fermeture des commerces et restaurants ne sert à rien. La fermeture des écoles ne sert à rien. Le vaccin ne devrait pas être proposé à des gens de 60 ans, et même les gens de plus de 60 ans, c'est pas sûr qu'il faudrait leur proposer. Donc, une déconstruction intégrale de cette tromperie qui a été montée par Monsieur Fauci aux États-Unis, mais qui est montée en Suisse par messieurs Berset, Poggia et d'autres, qui est montée en France par Monsieur Véran. Donc, on est vraiment dans une monstruosité collective. Alors, pour en revenir plus spécifiquement à ta question, un pervers, alors c'est un concept à la mode, donc il faut faire attention. Il y a beaucoup de Oui, gens qui, au moindre conflit, accusent l'autre d'être un pervers. Les choses, quand même, doivent être prises avec nuance. absolument. Mais c'est un phénomène qui a émergé en termes de visibilité ces dernières décennies et qui est extrêmement difficile à penser pour le commun des mortels, parce qu'un pervers, c'est une personne qui, par sa construction psychique, est dépourvue de toute empathie envers l'autre. Donc c'est l'équivalent de manière invisible de ce qu'est le psychopathe sanguinaire dans ces faits divers qu'on connaît de gens qui kidnappent des enfants, qui éventrent des femmes, qui violent des enfants en bas âge, et on se dit tous, mais comment est-ce que c'est possible qu'un être humain fasse ça? Et ce qui rend possible le fait qu'un être humain fasse ça, c'est qu'il s'est construit d'une manière extrêmement problématique dans son psychisme et qu'il est dépourvu de toute empathie avec des pulsions sadiques. Donc des pulsions agressives, on en a tous. Quand notre conjoint nous emmerde, on a envie de lui dire quelque chose de pas gentil, mais après, alors déjà on évite de le faire en général en se disant il va y avoir des conséquences déplaisantes, et je le pense pas vraiment. Et si tant est que des fois on a un dérapage, on culpabilise et on s'excuse après. Tu vois, ça c'est la normalité. Oui, surtout que comme tu dis justement, quand notre conjoint nous emmerde, c'est pas Oui, gratuit. C'est pas exactement. gratuit, hein. On se lève pas le matin en se disant: C'est «Tiens, ça. je vais prendre mon pied en te détruisant ta journée». Exactement. Alors que le pervers, c'est quelqu'un pour qui l'autre n'a pas d'existence. Hein, c'est comme un bout de bois. Donc, un pervers qui viole un enfant en bas âge, c'est comme un enfant qui casse un bout de bois. Tu vois, ça n'a pas d'implication, et on le voit notamment par des recherches assez terrifiantes avec l'IRM, donc ces procédures d'imagerie cérébrale, Oui. où on montre des images pénibles comme des femmes battues, des victimes de guerre, des enfants souffrant de malnutrition, et chez toutes les personnes normales, comme 96% des gens, eh ben, le cerveau s'allume et des émotions négatives sont ressenties. Tu vois, c'est horrible que des gens subissent ça par empathie. Et Mmh. chez les pervers, rien. Il n'y a rien qui s'allume. Tu leur montrais une image de Pierre ou de Moulin à vent ou de Saturne, ce serait la même absence de réaction. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas d'empathie, mais qui en plus ont ces pulsions sadiques, comme tu le soulignes, de s'attaquer à l'autre. Alors évidemment qu'ils le font pas ouvertement, parce qu'imagine quelqu'un qui est dans cette configuration, qui trouve une victime et puis qui d'emblée lui fasse subir le pire enfer. Ben, la victime, elle reste pas longtemps. Donc en plus, ils sont machiavéliques et manipulateurs, c'est-à-dire qu'ils font en sorte d'enrober leur entreprise de démolition de l'autre d'un vernis de bienveillance, de séduction, et puis de détournement d'attention. Et c'est là le lien, si tu veux, entre les systèmes pervers familiaux, conjugaux et ce qu'on vit à l'époque actuelle. C'est-à-dire que le pervers excelle pour infliger une souffrance à l'autre, mais rendre quelque chose d'autre responsable de la souffrance de ce que les gens vivent. Alors, pour te donner juste un exemple collectif, tu vois, actuellement, les manipulations des gouvernements mettent la population en danger. Hein, danger par rapport à leur santé mentale, danger par rapport à leur survie économique, danger par rapport à leur bien-être, danger par rapport à l'équilibre de leurs enfants. Et puis, en même temps, elles disent, mais regardez, ce sont les antivax et les complotistes qui vous mettent en danger. Parce que comme la seule planche de salut, c'est le vaccin, ces gens-là, ils essayent de vous empêcher d'être en sécurité. Et on vous a dit, quand vous serez tous vaccinés, vous serez de nouveau en sécurité, tu vois. Donc, ils génèrent un stress, une panique, une terreur, et après, ils détournent la cause de cette terreur sur des cibles. Et ça, c'est ce que les pervers font systématiquement. Donc, Alors, c'est vrai qu'on peut faire
des comparaisons flagrantes, quand tu as d'ailleurs les amis dans la barre info de cette, vidéo, vous avez le lien de la conférence, que tu as donnée Jean-Dominique, pour voir, vraiment, toute la panoplie, à ce moment-là. Surtout que encore une fois, on ne peut pas, comprendre les enjeux de ce qui se passe si on ne comprend pas le facteur humain, parce que tout réside là-dedans Mmh. et c'est complètement, fou ce qui se passe. Hem, Tu vois, je voulais te demander, selon toi, hem, est-ce que justement les personnes qui ont vécu avec, au niveau familial, une personne perverse ont une longueur d'avance, pour appréhender, la crise Mmh. depuis 2020? Mmh. Est-ce que c'est un atout? Alors ça dépend parce que si tu veux, et là aussi il faut en revenir au point de départ, que ce sont des gens qui sont profondément anormaux dans une déficience grave de leur humanité. Et le problème, c'est que les gens qui ne sont pas comme eux sont terriblement vulnérables. Parce Mmh. que nous, on a des scrupules, de la culpabilité, on se dit que tout n'est pas noir, tout n'est pas tout blanc, que chaque personne a ses raisons, que les gens sont pas forcément mal intentionnés. Donc, si tu veux, dans le système entre une personne perverse et sa victime, la personne qu'elle cherche à mettre sous emprise, la victime donne des circonstances atténuantes au pervers qui seraient justes si la personne n'était pas perverse. Tu vois ce que je Mmh veux mh. dire? Mmh mh. Mmh. On peut dire oui, il s'est énervé, mais ma foi, on a tous des moments d'énervement. Ou bien oui, il a fait ça, mais il pensait pas forcément. On accorde le bénéfice du doute, ce qui est tout à fait légitime dans tous les rapports humains, sauf celui-là. Et c'est Mmh. là où malheureusement les gens normaux sont totalement en sidération et en zone aveugle par rapport à ça. Et là, on le voit à un niveau collectif. C'est-à-dire que les gouvernements n'arrêtent pas de mentir, de trahir leurs paroles, de faire autre chose de ce qu'ils ont dit. L'autre question que vous avez posée, c'était sur la troisième dose. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. Il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. De prendre des décisions qui sont ouvertement absurdes. Mais la science, les bonnes pratiques en santé, le bon sens, la déontologie n'ont plus aucune valeur face à la manipulation. Donc on voit des médecins qui aujourd'hui, par exemple, sont en train de devenir des harceleurs de leurs patients Oui. pour les forcer à recevoir une injection génique expérimentale dont expérience médicale à échelle de la population, toutes les conventions internationales interdisent que ça ait lieu. C'est interdit par le droit de la santé, par la Convention d'Oviedo et la Déclaration d'Helsinki, qui sont des conventions internationales que tous les pays ont ratifiées, et où il est dit qu'il est interdit de faire une expérimentation médicale sur la population tout entière. Et récemment, la FDA vient d'autoriser l'injection génique des enfants de 5 à 11 ans avec un type, mais alors lui, s'il n'est pas pervers, je ne sais pas ce qu'il est, qui a dit oui, mais tant qu'on n'aura pas essayé et vu si ça marche ou si ça marche pas, ou si c'est dangereux ou si c'est pas dangereux, on pourra pas savoir. Donc c'est comme ça que ça marche. Mmh. Et ça, c'est juste monstrueux. C'est un crime contre l'humanité en termes techniques parce que le code de Nuremberg, la convention d'Oviedo ont été passés suite à des situations comme celle-là pour jamais que ça ne se reproduise. Et donc, tu vois, face à des monstruosités pareilles, tous les médecins devraient être au créneau en train de dire, mais attendez, c'est pas possible. C'est totalement prohibé et ça fait partie de notre déontologie. Mais, comme ils ont été pris dans le système pervers, ils ne se rendent pas compte de la monstruosité des choses et ils deviennent les complices ou les protecteurs des autorités abusives qui leur commandent d'agir d'une manière destructrice pour les autres. Mmh. Donc, par rapport à ta question, quelqu'un qui, par hypothèse, aurait grandi dans une famille avec un profil pervers comme membre du système familial et qui aurait compris ce qui s'est passé, ouvert les yeux sur la réalité et qui se serait reconstruit, deviendrait extrêmement euh, euh,
Le mot m'échappe en français, mais il aurait beaucoup de compréhension par rapport à ça, de sorte à pouvoir les repérer très vite et ne pas retomber dans le piège une fois de plus. Oui, Mais c'est vrai que le discernement a complètement, fichu le camp. hmm, Il y a aussi un grand lien avec, l'hypnose dont j'aimerais te oui, parler après parce que oui, on va parler toi, tu es le 1er d'ailleurs, vous avez vu s'afficher à l'écran les livres, un livre que tu as écrit d'ailleurs pour parler de la crise, Covid qui est paru mhm, l'année passée, au début de l'été en 2020 et tu parles de caisse de résonance et tu disais, les médias sont la caisse de résonance, du gouvernement et des autorités et après je te poserai quelques questions concernant justement cet état mhm, d'hypnose qui est généré oui. par les médias et cette nécessité absolue pour pouvoir, vous mener, vous, les gueux d'un gant de fer, depuis, plus d'1 an et demi finalement. Je voulais te demander la place de la, la place de la manipulation. Est-ce que tu penses que, aujourd'hui, on parle beaucoup de pervers qui sont à des postes clés, hein. Le Oui. pervers, il est Mhm, pas, tout en bas de l'échelle, hein, il est mhm. à ce poste clé. Hem, est-ce que, selon toi, on peut dire qu'il y a une addiction à ce pouvoir, Mhm. cette manipulation? Est-ce qu'il y a une addiction? Est-ce que comment toi tu ressens, ces choses-là par rapport au gouvernement après 1 an et demi? Oui, On claque des doigts et les gens vont à droite ou à oui. gauche? Alors, si on reprend vraiment le profil du pervers en tant que caractère psychologique, on voit que ce sont des gens, et c'est un psychiatre célèbre qui me l'a dit, c'est des gens qui commencent leur malfaisance dans les cours d'école, Mmh. en désignant des boucs émissaires, en veillant à ce que le groupe harcèle le bouc émissaire, mais lui, il est jamais au premier plan, hein. Il tire les ficelles dans l'ombre, il est invisible. Mmh. Ce qui fait que si le problème sort, c'est pas lui qui est incriminé, c'est ceux qui sont devenus ses armes qui vont être dénoncés. Et donc, ce psychiatre me disait, c'est des gens qui commencent leur carrière dans la cour d'école ou au jardin d'enfants et qui la terminent à l'EMS. Mmh. Parce que ils sont indestructibles. Et donc, ils survivent à tout. Ils sont en général pas démasqués ou quand ils le sont, ils se tirent et ils vont ailleurs. Et puis, c'est très difficile de faire reconnaître par la justice ou même par des expertises psychiatriques aujourd'hui la réalité de ces phénomènes. Et comme c'est des maîtres manipulateurs, ils manipulent les juges, ils manipulent les assistants Surtout qu'il y a sociaux, beaucoup ils de il y en a manipulent. beaucoup aussi de ceux-là, Oui, dans les oui. magistrats et dans les postes clés. Il faut quand même aussi le Et préciser. parmi les psychiatres. Aussi, Parce que évidemment. ce sont des gens qui jouissent du pouvoir qu'ils ont sur les autres. Donc, on les retrouve beaucoup dans des positions de pouvoir et d'autorité. Et puis l'autre élément par rapport à ce que tu indiques, alors je l'ai souvent cité parce que c'est vraiment un extrait à voir, c'est celui d'Albert Jacquard en 1993 dans une émission de la télévision belge où il nous mettait en garde en disant attention, nous sommes en train de créer un monde dangereux Mmh. parce que la compétition à outrance dans laquelle on est donne un avantage compétitif soit aux gens sans foi ni loi qui sont prêts à marcher sur tout le monde pour y arriver, soit aux gens conformes qui ne veulent surtout pas d'ennui avec qui que ce soit. Et donc, cette combinaison de la méchanceté et de la lâcheté qui est en train de se hisser au pouvoir est en train de créer une élite dangereuse. Il disait ça en 1993. On est 29 ans plus tard, bientôt, et ce qu'il avait vu est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des amis qui ont quitté les systèmes hospitaliers, par exemple, en disant, mais c'est des paniers de crabes dont le monde n'a aucune idée. Et pour arriver aux positions d'être professeur-chef, médecin-chef il faut être Mmh. soit très idéaliste, et il y a Dieu merci des gens bien qui sont dans ces positions, donc je suis pas en train de dégommer, tu vois, cette classe professionnelle dans son ensemble, mais le réel, il y a énormément de malades. Parce que Mmh. seuls les pervers, avec la résistance, l'habileté manipulatoire, les jeux de pouvoir et le fait d'écraser les autres pour y arriver, arrivent à ces positions dans un grand nombre de cas. Et donc aujourd'hui, c'est le constat qu'on est obligé de poser, avec Dieu merci des exceptions, mais les élites sont devenues perverses, dysfonctionnelles et maltraitantes. Et donc, évidemment, qu'il y a un ensemble de manipulations qui sont mises en œuvre, parce que c'est pas comme ça qu'ils se présentent pour y arriver. Et puis, j'ai envie de dire un référentiel historique où on sait que beaucoup de tyrans impitoyables et cruels ont réussi à émerger dans plein de contextes et à se maintenir au pouvoir. Parce que de nouveau, ces gens-là ont effectivement un avantage compétitif massif par rapport à quelqu'un qui a des scrupules et qui se pose des questions. Mmh. C'est-à-dire que la conscience,
dans toute sa noblesse et qui est le garant de notre humanité, se traduit par le fait d'être moins performant dans le fait d'arriver à ses fins. Je prends juste 2 minutes pour illustrer ça. Je t'en prie. Un autre psychiatre américain, Scott Peck, avait écrit un bouquin célèbre dans les années 70 qui s'appelait Le chemin le moins fréquenté. Et c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré parce que j'adore son début. La première phrase, c'est « La vie est souffrance. Point à la ligne. » Mais il y a un chemin hors de la souffrance. En fait, c'est la première vérité du Bouddha et la deuxième vérité du Bouddha. Mais ce qu'il disait en substance, c'est que la conscience et la souffrance vont de pair. Et il donnait cet exemple. Imaginez un général d'armée qui doit sacrifier un bataillon de 10 000 hommes pour ouvrir un front pour faire diversion, mais qui permet à ses troupes d'envahir par un autre front et de sauver 300 000 vies. Mmh. Okay. Un général enverra ces 10 000 morts, ces 10 000 hommes à la mort. Mais celui qui a une conscience le fera dans un déchirement, parce qu'il sait que chacun de ses soldats a une mère qui l'attend, peut-être une fiancée, peut-être des enfants. Donc, il prendra la décision, parce que c'est sa responsabilité, mais il le fera avec une souffrance extrême. Alors que le général pervers, pour qui c'est 10 000 bouts de bois qu'on va couper, parce que lui, ça lui permet de se mettre en valeur à la fin de la guerre, il en a rien à foutre. Et ça ne lui coûte aucune énergie psychique. Tu Et vois? surtout qu'il le ferait même sans avoir derrière, on va dire, la satisfaction de sauver les autres, les 300 Exactement. 000. Il va Exactement. envoyer au casse-pipe tout le monde gratuitement. Exactement. Il n'a que son intérêt personnel en tête et les avantages qu'il va pouvoir en retirer. Donc, dans un système de compétition à outrance comme celui dans lequel notre société a basculé, c'est des gens qui ont des avantages compétitifs énormes. Mmh. Et comme on sait mal encore ou très peu les repérer, qu'il n'y a pas de culture collective par rapport à ça, que les systèmes défaillent quant au fait d'identifier les dégâts qu'ils commettent, eh ben effectivement, on se retrouve dans la situation que tu énonces. Il y a quelque chose qui m'a frappée hier soir en réfléchissant à ce que nous vivons. Aujourd'hui, on arrive à la fin de l'année 2021. Je voulais avoir ton ressenti par rapport à cet état des lieux. Je me suis dit, c'est fou, en 2020, on avait un décompte de morts sur nos écrans et on a eu une peur massive, c'est-à-dire qu'on nous a complètement glacé le sang. Je crois que tout le monde peut s'accorder à dire qu'on nous a fait peur et ça a été le film d'horreur. Et on avait besoin de ça pour que les gens acceptent finalement de mettre un masque, acceptent ceci, acceptent cela. En 2021, je fais référence au discours du président de la France qui a eu lieu il y a quelques jours en arrière. Nous sommes donc en novembre 2021 et je me suis dit, c'est fou, en 2021, il n'y a plus besoin de faire peur, il suffit de dire « faites ceci, faites cela ». Et ça m'a fait penser à du dressage. Je me suis dit, c'est dingue, en très peu de temps, ce qui a été fait est prodigieux. Alors évidemment, il faut avoir des prérequis pour en arriver là où on en est, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que toi tu en penses avec toute ton expérience, Jean-Dominique? Comment ça se fait qu'en 2021, 1 an et demi après le début de tout ça, on peut avoir un président d'un pays qui dit « Vous devez faire une 3e dose si vous avez tel âge pour continuer à avoir votre passe, sinon vous ne pourrez plus aller au restaurant. » C'est-à-dire qu'on ne parle même plus du fait que vous risquez de mourir. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement. Avec le vaccin, il vous sera possible d'obtenir un pass sanitaire et ainsi de vous rendre librement dans les cafés, les restaurants, les lieux de culture, de sport, de loisirs. Comment on en arrive là, selon toi? Écoute, merci pour ta question. Pour moi, la réponse est à vrai dire assez claire. C'est la superposition de 2 niveaux différents. Le premier, il est très socio-biologique parce qu'en fait, tu sais que dans la construction de notre cerveau, on a comme plusieurs étages, pour dire les choses comme ça. Et toute la partie la plus récente, le néocortex, qui permet de faire preuve d'analyse logique, de comparer au passé, de réfléchir, Lorsque les étages inférieurs du cerveau, et notamment le cerveau émotionnel, sont sous stress intense, sont désactivés. C'est pour ça que dans un état de panique, tu réfléchis plus, tu vois, tu agis, tu ressens, mais tu ne réfléchis plus. Et on perd même sa logique. Nous-mêmes, on peut le vivre. Si quelque chose, par exemple, nous a beaucoup contrarié et qu'on est très en colère contre quelqu'un ou quelque chose, des fois, on s'aperçoit qu'on n'arrive plus à se concentrer. Tu prends un livre pour te distraire, puis tu lis 3 fois la même page parce que tu as oublié ce que tu viens de lire. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que quand le cerveau émotionnel est sous tension, les connexions avec le néocortex se désactivent quelque part.
Donc, la première partie de la réponse à ta question, un ami médecin qui a ses habitudes dans une petite vallée du Valais a parlé un jour avec un éleveur qui lui a expliqué que le problème avec les attaques de loups, c'est pas tant le nombre de victimes, parce que quelques brebis meurent, bah, ça peut arriver dans des accidents avec la foudre, mais que le problème, c'est qu'une fois qu'un troupeau a été attaqué par un loup, il n'est plus jamais tranquille. Il panique à la moindre feuille qui tombe d'un arbre. Tu vois, il est sous stress en permanence parce que la mémoire traumatique de l'agression reste viscéralement imprimée et donc s'active tout de suite. Donc ça, c'est la première réponse, c'est qu'on a tellement traumatisé la population avec des messages dont on sait aujourd'hui qu'ils étaient faux, qu'ils étaient mensongers de surcroît, et l'absence totale d'intelligibilité donnée aux choses, que les gens sont encore dans cet état traumatique. Tu vois, comme un soldat du Vietnam qui, dès qu'il y a un pot d'échappement qui fait boum dans la rue, va se planquer sous la table parce que il a échappé aux bombes comme ça et c'est comme ça qu'il a sauvé sa vie. Donc les gens sont en vrille sur le plan émotionnel et n'arrivent pas à se récupérer. Et puis le deuxième élément qui est superposé à ça, c'est que les manipulateurs qui ont mis tout ça en branle, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun doute que c'est une manipulation, l'ont fait avec quelque chose de redoutable qui est un schéma narratif en 4 éléments qui est hyper crédible. Alors, je l'ai fait en raccourci. Premier élément, c'est qu'il y a une pandémie extraordinaire. Macron l'a encore répété l'autre soir. C'est faux. Depuis près de 2 ans, nous sommes confrontés à une pandémie exceptionnelle. C'est une épidémie ordinaire qui a tué autant de personnes que la grippe tue chaque année, qui n'a pas fait de victimes en dessous de 80 ans de manière significative. Donc c'est vraiment d'un ordre de grandeur tout à fait normal, qui n'a pas encombré les hôpitaux. Hein, tu as vu les chiffres qui sont sortis en France, 2% des 2% hospitalisations en 2020. en 2020. La mortalité est inférieure à la normale en 2021. Donc, il n'y a pas eu de pandémie. Il n'y a pas eu de pandémie dans le sens destructeur du terme. Et c'est le premier élément faux. Il y a eu une terrible pandémie qui a fait qu'on a été tous en danger de mort. Deuxième élément, il n'y a pas de traitement précoce. Donc, on ne pouvait strictement rien faire, ce qui évidemment est faux. Tous les pays qui ont appliqué les traitements précoces ont eu de très bons résultats très vite. Troisième élément, c'est vu qu'il n'y a pas de traitement précoce avec une pandémie terrible, on est obligé d'imposer des confinements, des fermetures, du masque et des gestes barrières, ce qui est faux. Les meilleurs scientifiques au monde, Joannidis à Stanford, ont montré que les confinements n'ont aucune utilité. Des pays qui n'ont pas confiné s'en sont sortis aussi bien que nous. Et puis le quatrième élément faux, c'est qu'il y a un vaccin salvateur qui va venir nous sauver et nous permettre de revenir au monde d'avant, pour autant que tout le monde accepte de se faire injecter ce machin qui n'est même pas un vaccin. Et cette verbalisation qui est fausse de bout en bout, et aujourd'hui on le sait, je veux dire, on a tous les éléments. Moi, je demande à personne de me croire sur parole, je demande aux gens d'aller vérifier par eux-mêmes en se tournant vers les meilleures sources scientifiques. Et ben, malheureusement, pour quelqu'un qui est paniqué comme un mouton qui vient de se faire attaquer par un loup, elle est crédible. Je sais quel est le problème, il y a une pandémie terrible. Malheureusement, les médecins qui font de leur mieux n'ont pas de traitement. On est obligé de se terrer chez soi ou de porter des masques. Et puis, Dieu merci, il y a le vaccin. Et la seule chose qui nous met en danger, c'est les anti-vax. Est-ce que tu pourrais dire que finalement, ce point commun entre toutes les personnes des populations qui suivent aveuglément, comme le petit mouton angoissé, on va dire, les directives, ont un complexe d'infériorité par rapport à l'image de l'autorité. Est-ce qu'on peut parler de ça, de se sentir pas aussi intelligent, finalement, bah, moi, j'en sais rien, moi, je fais ce qu'on me dit? Oui, bien sûr. Et c'est là où il y a cette trahison des élites qui est remarquable. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai un ami d'enfance, enfin, quelqu'un avec qui j'étais à l'école primaire, qui m'a envoyé un commentaire sur un réseau social en disant « Ouais, mais il faut se faire vacciner, c'est comme ça qu'on se protège ». Et je lui ai envoyé en retour une vidéo de Peter McCullough, qui est le cardiologue le plus cité dans la littérature internationale, qui dénonce tout ce qui se passe et qui explique pourquoi il n'en est pas comme ça. Et cet ami m'a fait une réponse que j'ai trouvée très honnête. Il m'a dit « Mais écoute, moi j'ai aucune idée qui est le type dont tu m'as envoyé la vidéo. » C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à situer un expert dans l'ordre d'importance et de compétences scientifiques. Il me dit, moi, je suis fonctionnaire à la Confédération, pas dans le domaine de la santé, et en général, ce qu'on nous dit est fiable et digne de foi. Donc, pourquoi est-ce que je douterais de ce que les autorités me disent? Alors là, j'ai envie de dire, on est dans un embranchement.
ou bien une personne considère avoir suffisamment de capacité de réflexion et de bagage pour s'aventurer, mais comme toi tu l'as fait d'une manière magnifique, je veux dire, à ce que je sache, t'es pas une expert en santé publique, mais tu as fait un boulot au cours des 2 ans que aucun universitaire de Genève n'a foutu. Tu vois, parce que tu t'es posé des questions, tu as été interrogé des gens, tu as la tête bien faite, tu réfléchis bien, et du coup, tu vois, aujourd'hui, tu es beaucoup plus connaissante de la réalité que tous les médecins qui vont sur les plateaux télé faire paniquer la population. Donc, soit les gens ont une certaine confiance dans leur capacité d'aller vérifier par eux-mêmes et de chercher à comprendre par eux-mêmes, soit ils se mettent dans des postures régressives, mais qui sont très caractéristiques des moments traumatiques, c'est-à-dire qu'on s'infantilise dans ces cas-là. Et qu'est-ce qui fait un enfant? Je regarde avec ton enfant, tu croises quelqu'un que tu connais dans la rue. Toi, tu dis, ah, salut, comment tu vas? Puis là, il se tourne vers l'enfant en disant, ah, l'enfant, il se tourne vers toi tout de suite. Pour voir, est-ce que c'est OK? Est-ce que je peux lui dire bonjour? Est-ce que c'est safe? Et puis, une fois qu'il a vu ta réaction, et donc aujourd'hui, la population est là-dedans. Et effectivement, ils ne réfléchissent plus en disant, mais pourquoi est-ce que je n'aurais pas confiance à des médecins alors que je leur ai toujours fait confiance, que ils n'ont pas de raison de vouloir nous tuer avec des faux vaccins. Enfin, je comprendrais pas pourquoi je ferais pas confiance à mon médecin. Mais ce qui renvoie évidemment à la base, c'est-à-dire à toute cette intégration dans notre société, ce qu'on appelle l'enculturation en anthropologie, qui est conditionnée dès le jardin d'enfant pour que les personnes apprennent à obéir à l'autorité et pas à réfléchir aux choses. Je te parlais tout à l'heure de l'hypnose et du rôle des médias. Selon toi, Jean-Dominique, on en serait où aujourd'hui si on n'avait pas eu de médias? Imaginons qu'en 2020, grosse irruption solaire, catastrophe magnétique, tout pète. Ouais. Plus d'électricité, retour en arrière de 150 ans, et il n'y a plus de médias. On en serait où aujourd'hui en 2021, selon toi, si on n'avait pas eu les médias? Oh, mais écoute, ça c'est une évidence, c'est-à-dire qu'on aurait simplement glissé dans le passé, où il y aurait eu une épidémie un peu forte, on aurait soigné les gens avec les moyens du bord, elle serait passée et personne se serait rendu compte qu'il y a eu quoi que ce soit d'inhabituel, parce qu'il n'y a rien eu d'inhabituel. La seule chose qu'il y a eu d'inhabituel, c'est le traitement médiatique. L'épidémie elle-même, elle n'est pas inhabituelle, c'est une épidémie normale, un petit peu forte, mais même pas tellement que ça. Donc, tu vois, il y a cette fiction qui s'est superposée à la réalité. Et si tu enlèves ceux qui fabriquent la fiction et la fabrication de la fiction, il reste plus que la réalité qui est relativement banale. Maintenant, moi, si je peux me permettre, je réagis un peu différemment à ta question. C'est que moi, ma question, c'est que se serait-il passé si la presse avait fait son boulot? Parce que je rappelle que la base de l'éthique et de la déontologie journalistique, c'est de montrer les différentes facettes d'une réalité, de donner les points de vue des uns et des autres d'une manière honnête. C'est pas de prendre parti pour une narration en particulier et de combattre de manière haineuse et persécutoire tout ce qui s'écarte de cette narration. Ça, c'est du travail de propagandiste. Et tu sais comme moi qu'il y a une charte de Munich en journalisme qui fait la différence entre les deux. Et donc, la raison pour laquelle, avec quelques amis, j'ai créé covidhub.ch, des amis journalistes, c'était pour dire, mais il y a une information manquante. Alors après que l'OMS, soudoyée par Bill Gates, dise ceci ou cela, que les autorités médicales qui ne pourraient pas fonctionner sans les subsides de Big Pharma disent ceci ou cela, ça fait partie de la réalité. Donc moi, je serais pas pour qu'on censure ces gens-là, comme eux sont en train de nous censurer maintenant, mais qu'on amène toutes les voix et tous les regards et toutes les perspectives, dès lors qu'elles sont compétentes et intelligentes, pour que les gens puissent se faire leur opinion. Lui, il dit ça, ok, qu'est-ce que je comprends? Alors que là, ils ont annihilé toute l'information la plus importante et la plus juste pour promouvoir l'information la plus toxique et la plus fausse. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait Covidhub, c'est pour ramener l'information manquante au public. Mais si la presse avait fait son travail, on n'en serait absolument pas aujourd'hui. Et pour moi, franchement, dans l'ordre de gravité des responsabilités, avec les politiques, parce que eux ont la responsabilité vis-à-vis de la collectivité des décisions, de prendre les bonnes décisions, donc il y a une responsabilité massive du côté des politiques, mais la responsabilité est tout aussi massive du côté de la presse. C'est scandaleux le non-travail de la presse
Et d'ailleurs, tu sais comme moi que beaucoup de journalistes historiques en Suisse romande et en France l'ont dit. C'est Oui. juste pitoyable et c'est scandaleux par rapport à la responsabilité collective de la presse qui est censée être un quatrième pouvoir. Et là, ils se sont transformés en larbins propagandistes, haineux du système, un système qui n'affirme que des choses fausses. Donc, je me réjouis qu'on soit dans le débriefing, parce que il y aura quand même un certain nombre de pendules à remettre à l'heure. Tu parlais dans ta conférence aussi de la honte. Mhm. Et quand on parle de relations qui est régie sous la cloche de la manipulation, on ne peut pas oublier la honte, puisque finalement, c'est très lié, toutes ces sensations de se sentir nul, finalement pas capable, etc. Et tu nous disais, cette inversion des Oui, valeurs, oui. cette inversion, ce sont eux qui devraient avoir honte. Est-ce que tu as envie de nous Mais oui. parler de ça? Oui, c'est-à-dire que alors dans la palette de manipulation que les pervers ont à disposition, il y en a une qui est très puissante et qui est abondamment utilisée depuis 2 ans, qu'on appelle l'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'ils vont accuser les innocents de ce qu'ils sont eux-mêmes en train de faire, mais d'une manière qui du coup les met à l'abri, parce que si on les accuse en retour, alors que l'accusation en retour est juste, tu vois, on dit ouais non mais bon c'est parce que il essaye de se dédouaner de son qu'on accuse. Alors je vais donner des exemples très précis. Mais récemment le CEO de Pfizer, qui est une entreprise multicriminelle, qui a été condamné des dizaines de fois au civil et au pénal pour des milliards de dollars d'amende pour corruption, falsification des données, fausse indication, homicide involontaire ou par négligence. Enfin, tu vois, c'est une boîte criminelle. Et ce qu'ils sont en train de faire est criminel, c'est-à-dire que d'après les évaluations raisonnables qu'on peut faire aujourd'hui, il y a au moins 1 million de personnes à l'échelle planétaire qui ont été tuées par des injections géniques expérimentales. Si on prend les données de pharmacovigilance, qu'on les pondère avec ce qu'on sait du nombre de cas qui sont rapportés par rapport à la réalité, on est à peu près dans cet ordre de grandeur. Quand le Conseil d'État du canton de Genève décide d'aller dans les cycles, donc dans la tranche d'âge de 12 à 15 ans, faire pression sur les élèves pour qu'ils acceptent une injection génique expérimentale, il va y avoir des morts. Il y a des jeunes qui vont être tués parce qu'ils vont recevoir l'injection génique. C'est mathématique. Donc, nos autorités sont en train de prendre le risque de tuer des jeunes qui ne seraient pas morts s'ils n'avaient pas reçu ce truc, qui n'auraient rien risqué avec le Covid. Ça, c'est monstrueux, c'est criminel, c'est interdit par la loi. Le fait de faire du chantage sur les gens pour qu'ils acceptent de se faire injecter parce qu'on leur pourrit la vie à un point tel que ça devient insupportable, c'est pénal. Il y a des articles du code pénal, si toi tu fais ça à quelqu'un, tu finis en tôle. Et actuellement, nos gouvernements sont en train de nous l'infliger. Donc, c'est vraiment très, très grave comme ordre de grandeur. Et l'inversion accusatoire, c'est-à-dire que eux qui, finalement, détruisent la santé des gens depuis 1 année, 2 ans, disent que ce sont les complotistes et les antivax qui sont dangereux. Donc, le président de Pfizer, le CEO de Pfizer vient de dire que les gens qui désinforment par rapport à la vaccination, alors, je fais juste une incise, tout ce que Pfizer a publié depuis décembre 2020 est faux. C'est des études frauduleuses. Quand tu vas voir les chiffres et les données dans les annexes de l'étude, ça contredit totalement ce qui est dit dans les titres et les sous-titres. Vous en avez fait d'ailleurs un article grandiose dans Ah oui, c'est-à-dire que dans Pfizer à 6 mois, quand tu vas voir les données, tu vois qu'il y a plus de morts chez les vaccinés que chez les non-vaccinés, que dans le groupe témoin. Et là-dessus, ils viennent te dire que ça protège contre la mort. Et les formes graves. Mais les études disent pas ça. Quand tu regardes les chiffres, c'est pas du tout ce qui est dit. Oui, mais alors on va te dire que la mort n'est pas une forme grave, Jean-Dominique. Ouais, on peut dire ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Ils disent un titre et un résumé qui sont faux, qui contredisent les données, et les gens n'écoutent que les titres et les trucs. Donc, toujours est-il que le mec de Pfizer, non mais c'est extraordinaire, il dit les gens qui désinforment par rapport à l'utilité du vaccin sont des criminels. Non mais il faut entendre. 1, c'est pas des vaccins. 2, c'est des produits toxiques qui tuent des gens.
3, c'est criminel de les mettre sur le marché de cette manière. Ça viole les conventions internationales. Ça relève du crime contre l'humanité et d'un ensemble de dispositions du code pénal par une boîte qui est multicriminelle et qui a été condamnée à X reprises. Et ce type vient dire que ceux qui osent douter de la narration qu'il impose avec les gouvernements sont des criminels. Donc tu vois, c'est monstrueux, mais c'est ce renversement systématique et qui fait qu'après les gens sont déboussolés. Oui, Ils disent, mais y moi, je sais compris plus. l'inversion, tu parles d'inversion, y compris l'inversion de la preuve. Mmh, Toi qui vraiment est un expert maintenant avec tout ce qui s'est passé, tu pourras mmh, peut-être nous donner quelques exemples si ça te, ça résonne en toi ce que je vais dire, mais je prends un exemple tout bête, c'est-à-dire qu'en fait, les amis, on a changé votre mode de vie. C'est-à-dire que tout le monde parle de la mmh, constitution, mais pour prendre des exemples tout simples, on vous dit en été 2020 à Genève, je prends un cas classique, mettez le masque en été dans les endroits fermés. Donc c'est très bien. Heu, jusque-là, on se dit, «Bon OK, on change mon système de vie, alors prouvez-moi que je dois le faire». mmh. En général, quand on vous enlève une liberté fondamentale, en Eh oui. droit, on doit vous dire: «Bah, si je vous enlève cette liberté fondamentale, j'ai le droit, puisque c'est écrit dans la loi, Mmh, mais je dois prouver que je dois prouver qu'il y a un bénéfice». Et là, on a complètement inversé la preuve, c'est-à-dire qu'on a changé la réalité des gens, on a changé, leur liberté, si on peut dire ça comme ça, enfin, on l'a carrément enlevée, mais sans prouver que ça fonctionne et c'est ça qui est grandiose. Quand je dis grandiose, vous comprenez bien les amis ouais. que je dis grandiose dans le sens, si on veut parler de manipulation et de perversion, je crois qu'on est dans ce que je n'ai jamais vu d'aussi énorme Mmh. au niveau planétaire, où des milliards de gens ont changé leur mode de vie sans qu'on leur prouve que c'était utile. Alors qu'au Mmh. départ, si je te dis, Jean-Dominique, tu ne dois plus mettre jamais de chemise rose parce que tu peux faire un infarctus, il faut que je te prouve ce que je te dis. Alors qu'en fait, Mmh. c'est comme si toi, tu avais, définitivement mis une croix sur tes chemises roses jusqu'à ce que tu puisses me prouver que j'ai tort. Qu'est-ce que Absolument. Et ce que tu énonces, c'est un grand principe en santé publique. C'est dans tous les textbooks. C'est que tu n'imposes des mesures de contrainte à la population que dans la mesure où tu es absolument certain qu'elles sont nécessaires, qu'on peut pas faire autrement et qu'elles sont efficaces. Et ça, on a complètement jeté aux orties. Tu es censé aussi évaluer l'impact des mesures au fur et à mesure que tu les mets en œuvre. Ça n'a jamais été fait. Et puis, tu vois, ce que tu énonces, c'est justement cette dichotomie. C'est-à-dire que on a un terme en sociologie qui s'appelle la doxa. Et mon ami Laurent Mukieli a parlé de la doxa du Covid. C'est un ensemble d'idées qui sont vraies a priori et qui n'ont pas besoin d'être questionnées. Tu vois? mmh Donc, je sais pas, si toutes les femmes sont séductrices et fourbes, ben entre mecs, si on a tous cette idée en tête, on va jamais questionner ça. Si mh. les noirs sont inférieurs aux blancs, notre culture a cru pendant très longtemps, hein, ben ouais, on remet pas en question, c'est évident. Donc la doxa, c'est des préjugés qui n'ont pas besoin d'être analysés tellement ils sont évidents. Et quand on prend l'interview d'Alain Berset dans la Tribune les 24 heures l'autre jour, donc le ministre suisse de la Santé, c'est ça. Quand le journaliste lui dit oui, mais le pass sanitaire, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment important? Berset, le ministre, répond non, mais c'est évident que si on n'avait pas imposé le pass, on serait dans une situation bien pire. Vous Mmh. allez pas quand même questionner ça. Mmh Et et c'est pour ça donc, qu'on parle de honte aussi, hein, parce que le journaliste se sent aussi, se fait oui, souvent pipi dans la culotte, hein. voilà. C'est vous êtes quand même pas bête au point de croire qu'un Mmh. pass sanitaire est pas utile. Or, il n'est C'est ça. pas utile, ça a été démontré, les plus grands scientifiques l'ont dit, il n'y a aucune justification, il n'est même pas sanitaire, à vrai dire. En plus, il sert d'autres intérêts, mais comme tu dis, on va te faire honte. Et là, tous les processus, enfin, Dieu sait si tu y as eu droit, je veux dire, les complotistes. C'est extraordinaire. Il faut quand même se souvenir que déjà, ça a été un terme inventé par la CIA pour disqualifier ceux qui questionnaient un certain nombre d'opérations criminelles des États-Unis. Mais en plus, les journalistes sont censés apprendre qu'ils doivent résister à la tentation de coller une étiquette. Tu vois?
Alors, comme tu vois, c'est marrant que tu parles de ça, Jean-Dominique, puisque ça fait partie des questions que je voulais te poser finalement pour s'en sortir. Tu me parles de honte, on a Mmh, beaucoup parlé aussi de diffamation, il y a beaucoup de personnes qui ont été critiquées et cetera, diffamées, calomniées. Je fais partie de peut-être de ces gens un peu bizarres, ça n'a aucune prise sur moi, c'est-à-dire qu'en fait, mmh, je suis complètement étanche au jugement, alors ça n'a pas toujours été le cas, hein, je vous rassure les amis, ça se travaille. D'ailleurs, on c'est en a ça. même fait une formation et j'étais ravie de pouvoir, aussi aider des personnes et contribuer finalement, heu, au fait qu'elles quittent, cette scène perverse. Il faut être 2 pour jouer. Hein? Et c'est là où je voulais, finalement te poser quelques questions pour finir cet entretien. Mmh mh. Parce que j'ai l'espoir que certaines personnes aient un déclic avec cette vidéo que nous faisons aujourd'hui. Parce pourquoi? Quand on parle de sortir du jeu, on est d'accord que le pervers, il a besoin de sa victime. Et quand la victime, tout d'un coup, sort de son état hypnotique Mmh. et voit le pervers comme un minable Mmh. qui a besoin Mmh. de son os à ronger et lui dit: «Mais tu n'as pas honte». Je prends un petit exemple et ensuite, on aura ta réponse. Cet été, j'étais enceinte jusqu'au cou. Je vais dans un supermarché, hem et évidemment sans masque et puis un vendeur me dit: «Oh là là, faut mettre le masque» et je l'ai regardé, je lui dis: «Mais vous n'avez pas honte? Vous avez vu? Vous n'avez pas honte de me demander Mmh. de mettre un Mmh. masque? Vous avez vu dans quel état je suis?» Mmh. Et j'ai senti tout d'un coup comme tu sais, un stop. Comme si la Ouais, personne, pouf, il y a ouais. une espèce de charme qui était parti. Tu sais, un enchantement, un envoûtement Mmh mh. qui sort des yeux. Quand tu remets l'église au milieu du village, vous n'avez pas honte. Mmh. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça? Parce que tu nous en avais parlé. Mmh. Si les politiciens, quand ils sortent de chez eux, ont à chaque fois, au lieu d'avoir des gens qui sont en colère, Mmh mh. Mmh. ce qui renforce le match, des gens qui leur disent: «Mais tu n'as pas honte, tu es minable». Finalement, presque en leur rigolant au nez, en se moquant d'eux. Oui, c'est très fort et d'autant plus que la pire hantise en fait, les pervers sont à peu près indestructibles, mais ils ont une hantise, c'est de perdre la face. Mmh. Et là, il y a une fragilité. Alors, cette histoire de la honte, c'est une amie philosophe qui m'avait mis sur cette piste parce qu'elle avait lu le livre d'un auteur qui expliquait qu'en fait, les grandes évolutions morales dans une société ne se produisent pas parce que les gens deviennent convaincus que ce qui se faisait avant était immoral, mais parce que on leur fait honte. Tu vois, il y a eu, par Mmh. exemple, c'est sorti récemment, toute cette tolérance extrême de la société française à la pédophilie dans les années 70. Il y a eu des écrivains, il y a eu même des médecins, des gens qui ont signé des tribunes pour dire qu'un écrivain de 50 ans qui flirtait avec une gamine de 13 ans, c'était les premiers émois respectables de la fée. Tu vois, il y a eu cette Mmh. complaisance pour la pédophilie. Eh ben Dieu merci, aujourd'hui, tu vois, c'est plus possible. Mais pourquoi? Parce qu'on fait honte à ces gens-là Mmh. des positions qu'ils ont eues ou qu'ils oseraient être tentés de reprendre. Donc elle m'avait dit qu'au fond, les conquêtes sociales ne se font jamais ni par la conscience, c'est-à-dire que les élites comprendraient pourquoi c'est pas bien de faire ce qu'ils font, ni par la violence, parce que le rapport de force est en général défavorable aux bonnes causes, mais par le fait d'assumer de faire honte à ceux qui agissent comme ils agissent. Alors aujourd'hui, on est dans une position difficile parce que par rapport à l'hypnose collective que tu nommais, le professeur Desmet de l'université de Gand, qui est le meilleur Oui. spécialiste de ces dérives, lui, il dit qu'il y a aujourd'hui 3 groupes dans la population. Il y a à peu près 30% de la population qui est agglutinée à la doxa et donc qui ne peut et ne veut rien entendre d'autre et qui devient même agressif si on essaye de leur montrer des choses qui Mmh. contredisent ce qu'ils croient. Et là, si tu veux, c'est comme un chien qui aurait été battu pendant des années. Quand tout d'un coup, tu tends la main pour le caresser ou lui faire du bien, il va te mordre. Donc ces Oui, gens-là, et la ils sont, réaction est voilà, proportionnelle au niveau, d'ignorance. C'est-à-dire que plus oui, la personne est rageuse et plus oui, elle est ignorante. Ça, c'est vérifié depuis des années. d'endoctrinement, avec une difficulté supplémentaire qui t'aura pas échappé, c'est que les gens les plus endoctrinés font partie aujourd'hui des classes sociales qui sont censées Oui, être les plus éduquées et les les plus plus instruits. intellectuelles. Bah, oui, comme, Donc, dit, ton ami Philippe Bobola, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. oui, exactement. Et c'est terrible parce qu'on a des gens qui sont semi-intelligents,
qui dans les faits ne le sont pas par rapport à ce qu'on vit, parce qu'ils sont totalement dans l'absurdité et les incohérences, mais qui se croient encore dans une supériorité intellectuelle et de classe par rapport aux autres. Deuxième groupe de la population, c'est le ventre mou, comme on appelle, c'est à peu près 40% des gens qui ont plutôt suivi les autorités parce qu'en règle générale, en situation d'incertitude, on fait confiance à l'autorité. Et puis en Suisse, encore plus qu'ailleurs, vu qu'on a ce mythe collectif, mais qui a été en grande partie vrai pendant longtemps, qu'au fond, les autorités sont dignes de confiance plus que dans les autres pays. Mais eux, ils commencent quand même à la longue à sentir qu'il y a un ensemble de trucs qui sont pas normaux, quoi, et qui jouent pas. Mais ils sont un peu sur le ballon. Et ce que dit Desmet, c'est qu'il faut pas les aborder avec trop d'agressivité ou des formulations trop fortes. Parce que ça va plutôt leur faire peur et ils vont de nouveau basculer dans des régressions infantiles. Il faut inlassablement, mais avec bienveillance, répéter le réel et le vrai pour qu'ils puissent cheminer. Voilà. Et puis le troisième groupe dont on fait partie, toi et moi, et je pense la plupart des gens qui te suivent, c'est ceux qui d'emblée ont senti que c'était faux, que c'était juste faux. Et donc non seulement c'était pas vrai, mais qu'en plus il y a vraiment de la malfaisance, de la maltraitance, de la malhonnêteté, voire de la monstruosité dans ce qui nous est imposé. Et donc nous on s'est mis en résistance très vite, mais avec l'avantage qu'on s'est posé plein de questions. On a été écouter plein de gens qui avaient des choses intéressantes à dire. Donc aujourd'hui, on est les mieux outillés pour comprendre ce qui se passe, mais aussi pour venir en aide aux gens qui font partie du 40% pour essayer d'en sortir. Donc c'est ce que tu fais avec ta chaîne, c'est ce que je fais avec Covid Hub aussi, qui est justement un site qui veut présenter les choses d'une manière non confrontationnelle, non polémique, non militante, mais vraiment donner l'information d'une manière journalistique. Voilà ce qu'il en est des hospitalisations en France, voilà ce qu'il en est des effets secondaires, voilà ce qu'il en est de ceci, tu vois, pour que les gens puissent s'aventurer là-dedans. Alors, au début, ils ont peur, ils disent, mais je suis pas chez des complotistes, en fait, tu vois, ils sont très traumatisés, mais il faut aussi qu'on tienne compte de leurs limites. Oui, aussi savoir, malheureusement faire un deuil de personnes qui sont déjà trop avancées aussi, hein, Oui. parce qu'il y a beaucoup de pertes, hein. Oui. Il y a énormément de pertes et nombreuses sont les personnes qui nous écrivent, en nous parlant de déchirements familiaux Oui. et malheureusement, je pense que tu seras d'accord, il y a certaines fois, il va falloir, faire un deuil, de relations. Vous avez pour beaucoup perdu beaucoup d'amis, même, au sein de couples, hein, parce que moi j'ai Oui. entendu des histoires pas possibles où, Oui. madame se fait vacciner, monsieur passe pour l'égoïste du quartier parce que, voilà. Finalement, on se demande si même dans les foyers, ça ne vient pas gangréner, hein, jusqu'au plus profond de l'intimité des gens, finalement, cette inversion. Ça a été absolument fou. Comment on fait, Jean-Dominique, pour tenir le coup? Parce que toi, ça fait plus d'1 an et demi que tu te fais taper sur la tête avec un marteau et tu es toujours là avec le sourire. Surtout que je sais que tu es très sensible. Nous avons même manifesté ensemble, on a pris la parole ensemble. Je sais que le thème des dépressions des enfants, des suicides, c'est un thème qui te touche particulièrement et qui t'émeut à chaque fois. Évidemment, une des conséquences, les pires de la relation perverse, c'est en finir parce qu'on sait plus comment quitter la scène. Oui. Hem, Est-ce que tu pourrais peut-être donner des conseils aux personnes qui se disent: «Moi, j'aimerais, me donner le droit. Je suis dans une famille, je suis entourée de personnes qui arrêtent pas de me dire: "Je suis l'égoïste, du clan"». Comment on fait pour tenir bon, Mmh. quand on est entouré de personnes qui nous Mmh. jugent et qui inversent justement ces Ouais. valeurs? Ouais. Alors peut-être que ce que tu évoques sur le désespoir des enfants est un bon point de départ et effectivement je suis à chaque fois bouleversé même d'en parler parce que tu vois ça c'est piétiner la nature humaine, c'est piétiner le sacré de l'être humain. Et au fond, tu vois, ce qui est terrible, Marie-Estelle Dupont, qui est une psychologue pour enfants, en parle magnifiquement bien. Elle a donné pas mal d'interviews sur les chaînes télé. C'est que les enfants qui n'ont plus envie de vivre ont raison. C'est ça qui est terrible. Oui. Ils le disent. Vu le monde tel qu'il est, j'ai plus envie de vivre. Je vois plus comment je peux faire face à quelque chose d'aussi toxique et d'aussi maltraitant. Et ce qui est terrible, c'est que c'est les enfants les plus sains Oui. qui ressentent ça. Les enfants qui sont déjà déformés par de la maltraitance, par de l'humiliation, par, tu vois, eux, bon, bah, c'est un peu familier quelque part. Mais les enfants sains,
eux, ils perdent le goût de vivre et le sens de la vie, et c'est ça qui est terrible, et c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. Alors après, comment est-ce qu'on se protège? Euh, alors, moi, j'ai eu un baptême du feu, tu vois, les premières attaques au mois de mai, quand tout d'un coup, mais vraiment un ensemble de gens, en plus que je connaissais, en qui j'avais confiance et qui on avait bossé, on commençait à se dire, oui, c'est vrai que ce Jean-Dominique a aucune, a aucune expertise et qui dit n'importe quoi. Et un d'entre eux, j'ai créé une revue en santé mentale avec lui, avec son équipe. Tu vois, on a collaboré là-dessus, puis tout d'un coup, il vient dire, oui, c'est vrai, il dit n'importe quoi. C'est hyper violent. Heureusement, j'ai été très bien coaché. J'ai eu plusieurs ressources de personnes, notamment, qui étaient passées par là et qui m'ont extrêmement bien accompagné. Et puis après, je crois vraiment que la meilleure ressource qu'on a, c'est nos valeurs fondamentales. C'est de savoir pourquoi on se bat, de savoir le vrai au service duquel on est. Tu sais, notamment des journalistes mauvais ont dit que on avait tiré profit de la crise pour se mettre en avant. Tu vois, ce qui est dégueulasse. Je veux dire, toi et moi, on allait au front parce qu'on a senti que c'était important, que si des gens ne faisaient pas cet effort pour transmettre aux autres de l'espérance, de l'intelligibilité, de la compréhension, de la réassurance, eh ben, on passerait à côté de quelque chose d'important. Donc, pour moi, après, c'est toujours d'en revenir aux valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi je le fais? Après, les projections, tu sais, quelqu'un qui veut te diaboliser, ou t'encenser, parce qu'au fond, c'est la même chose. Des gens qui te trouvent que tu es la personne la plus géniale au monde, que chaque mot que tu prononces est une merveille qui l'illumine des orteils à la racine des cheveux, c'est tout aussi problématique que quelqu'un qui dit que je suis le dernier des pendables et que je devrais être fusillé parce que je détourne les gens de se faire injecter un produit miracle. Donc après, c'est aussi raison gardée au travers de tout ça, de savoir qu'on est des êtres humains avec nos qualités et nos faiblesses, avec nos limites, mais que s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est la sincérité de notre démarche et c'est le fait qu'on est au service des valeurs d'humanité et au service de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, dans cet emberlificotement, ce qui est terrible, c'est que on a rendu les gens confus au point où il y a une relativisation de tout. C'est comme quand on me dit, oui, mais les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Ben non. Non, quand la médiane des décès en Occident est alignée sur l'espérance de vie, on fait pas dire ce qu'on veut à ce chiffre-là. Ce que ça veut dire, c'est que l'essentiel des victimes étaient des gens en fin de vie. Quand l'espérance de vie n'a pas bougé en dessous de 80 ans, ça veut dire que tous les gens qui avaient moins de 80 ans, hormis des gens qui avaient des pathologies graves, pour qui il y avait un facteur de risque plus élevé, mais hormis ces gens-là, tout le reste n'a pas été en danger de mort en 2020, non plus en 2021. Tu vois, donc c'est ces éléments de vérité quelque part. Alors après, c'est pas une vérité absolue. Moi, je ne détiens pas la vérité absolue, mais en même temps, quand les études montrent que la vaccination ne prévient pas la circulation du virus, donc ça sert à rien de se faire vacciner des jeunes et des enfants et les gens de moins de 60 ans qui risquent rien, qu'au contraire, il vaut mieux qu'ils l'attrapent, qu'ils fassent des formes bénignes et qu'ils soient immunisés à vie. Et c'est ce que les fameux épidémiologistes rappellent aujourd'hui, c'est que la mise en échec de l'immunité naturelle a été une monstruosité paranoïaque. Il fallait plus du tout être exposé au virus nulle part. Mais c'est pas possible avec un virus respiratoire. Il circule. Et tu vois, même, c'est bien qu'il circule. Jean-Dominique, il est incollable. Bon, en même temps, tu t'es bien documenté puisque tu as écrit ce livre sur la crise sanitaire. Mais tu vois, quelqu'un qui est dans une famille où il se fait juger, s'il sort les articles, etc., on n'est plus dans un discours de raison. Et tu vois, cette personne ne va jamais s'en tirer du jugement de son troupeau, on va dire, parce que c'est l'outsider. Et ça me fait penser à un proverbe espagnol qui a changé ma vie. Mejor es ser feliz que tener razón. C'est mieux d'être heureux, vaut mieux être heureux que d'avoir raison. Et quand on a intégré ce principe, peut-être que ça sauve des gens en famille, je ne sais pas ce que tu en penses, dire, bon, finalement, pensez ce que vous voulez. Écoute, mais moi, si vous pensez que je suis égoïste ou quoi, peu importe, ça m'est égal. Moi, je suis heureux. J'ai pas besoin d'avoir raison. On arrête de jouer avec le jeu de peut-être que ça peut aussi aider les gens, non? Moi, j'ai pas tellement eu ce problème, à vrai dire, parce que dans ma famille, il y a personne qui soit un enragé vaccinal. Il y a des personnes qui se sont fait vacciner, certaines en disant, mais voilà, moi, je fais confiance à la médecine, ça me permet de voyager, donc je fais ce vaccin et je crois pas que je serai en danger. Et puis alors un cas plus poignant d'une personne qui, elle, a craqué.
C'est-à-dire qu'elle était convaincue de la nocivité du vaccin, elle était convaincue de la manipulation, mais à un moment donné, à force de brimades, de ségrégation, de ne pas pouvoir aller boire un café dans un restaurant, d'être forcée de porter le masque à journée longue, elle a craqué. Et elle m'a dit, je suis Oui. partie en vrille, j'ai été me faire vacciner. Et tu vois, j'ai tellement de compassion pour ça. Oui. Alors, c'est pas des gens, tu vois, qui m'accusent de tous les maux en disant que je suis un danger public. Mais dans des cas comme ça, je crois effectivement ça sert à rien d'argumenter. Donc, comme tu dis, dire, écoute, voilà, t'as tes convictions, j'ai les miennes. Si tu veux me juger pour mes convictions, c'est ton droit. Moi, je te juge pas pour les tiennes. Et puis, l'histoire nous dira ce qu'il en est. Moi, Oui. j'ai des éléments de compréhension. Si ça t'intéresse de les rencontrer avec un esprit ouvert, je suis prêt à te les présenter. Mais si t'es pas prêt à ça et que t'es convaincu de ce que tu dis, ça sert à rien. Par contre, le temps nous dira qui de toi ou de moi avait raison. Oui, et surtout les amis, de vous autoriser à aller bien, à être qui vous êtes. Finalement, il y a aussi quelque chose qui ne trompe pas, c'est comment on se sent après avoir passé un moment avec une personne. Quand Mmh. vous allumez votre télévision et que vous écoutez un discours, est-ce que vous vous sentez mieux avant ou après? Ça ne peut pas tricher et tout le monde s'accorde à dire, jusqu'en 2020, que tous les politiques sont des menteurs et des corrompus. Par contre, comme par miracle, depuis 1 an et demi, ils veulent votre bien. Je vous laisserai méditer là-dessus, les amis, et on se retrouvera sûrement pour continuer de parler de manipulation et de perversion, puisque on peut pas faire le tour en moins d'1 heure. Mais comme maintenant nous sommes diffusés aussi sur Instagram, eh bien, on doit se limiter, sinon c'est coupé, on doit faire plein de parties et saucissonner les vidéos et c'est moins drôle. Puis on n'avait pas envie de saucissonner Jean-Dominique. Je te laisse le mot de la fin, Jean-Do. Merci. Non, mais écoute, moi, tu vois, je salue ta vaillance et ta tenue dans la durée. Mais de nouveau, je veux dire, quand on sait que la cause est juste, qu'il s'agit je veux dire, c'est essentiel de pas céder. Mmh. Et je vais proposer un programme prochainement, je sais que toi tu en offres aussi, qui s'appellera Tenir bon en Super. temps de crise. Tu vois, comment tenir bon, comment renouveler tout ce qui nous fait vivre, comment ne pas se laisser plomber tout en acceptant de souffrir de ce qui fait souffrir. Tu vois, si on souffre pas en pensant à ces enfants qui se défenestrent parce qu'ils ont perdu toute raison de vivre, si on souffre pas de ça, c'est que nous, on est en grande souffrance par rapport à notre humanité. Donc c'est très important de souffrir. Souffrir, c'est un signe de bonne santé. Mais après, il faut s'accompagner dans la souffrance pour qu'elle puisse être féconde et non pas stérile ou nous refermer. Et moi, j'ai l'impression de grandir à travers tout ce qu'on vit. Et je souhaite de tout cœur à toutes les personnes, parce que vraiment la population entière est victime des agissements de gens extrêmement malfaisants. Et je souhaite vraiment à chacun et à chacune de trouver les ressources de grandir envers et contre tout, sachant qu'il y a une espérance qui est belle. C'est que au fond, ce monde toxique dans lequel les pervers ont la part belle est en train de s'effondrer. Et ils sont Mmh. en train de démontrer à quel point ce monde est invivable. Donc, si tout va bien, une fois qu'on aura traversé les étapes successives sur le chemin, il y aura un magnifique terrain ouvert pour créer un monde qui soit digne de nous, de notre sensibilité, de notre humanité, où les enfants puissent grandir pour s'épanouir et devenir des belles personnes, pas des pions obéissants à l'autorité. Et on a à tenir bon pour pouvoir arriver dans ces eaux nouvelles. Donc, merci à toi pour ton travail, pour ton invitation, et que toutes les personnes de bonne volonté gardent courage et entretiennent entre elles la foi, parce que c'est vrai qu'on se fortifie les uns les autres. Donc, merci de tout ce que tu apportes à tout le monde et y compris à moi. Eh bien, avec grand plaisir, Jean-Dominique. Je vous invite, tous les parents aussi, c'est bientôt Noël. Si vous voulez vraiment, faire des heureux à long terme, plutôt que d'offrir des jouets qui ne serviront à rien d'ici, 2-3 semaines, après les avoir ouverts, d'offrir, plutôt, des séances à vos enfants pour leur, faire comprendre comment on manipule. Ça, c'est un travail, le temps que vous allez passer avec eux est bien plus, important que finalement des fois des cadeaux qui n'ont ni queue ni tête. Je pense qu'on est tous en quête de sens plus que jamais. C'est une des belles choses de cette crise, de remettre tout en question et aussi pour, ceux qui ont des fois des idées dépressives, voire très avancées, sachez que vous êtes tous, capables de changer la vie des autres et Mmh. que c'est finalement quand on trouve ce sens à sa vie, comme tu disais justement Jean-Dominique, on devient complètement étanche aux mauvaises énergies, aux gens qui sont, finalement, toujours du côté de l'ombre, d'une certaine façon, de Mmh. tout ce qui est bas, mesquin et qui s'entretient.
Voilà, en tout cas, les amis, je vous souhaite vraiment que cette vidéo vous ait été utile comme un outil. C'était le but. Merci Jean-Dominique pour tes éclairages et on se retrouve la prochaine fois. À bientôt. Merci Emma, au revoir.